Cet accord, il n'y est pas en fait là. Cet accord un petit peu jazzy, en fait, il n'y est pas dans la chanson normalement. C'est justement en fait qu'il est rajouté juste pour montrer qu'il y avait un accord jazzy qui pouvait coller dans les harmonies et la musique de Bad Religion. Vous avez certainement déjà dû jouer en fait avec vos potes à ce jeu assez rigolo. Si tu devais partir sur une île déserte, quels sont les 20 albums que tu emporterais avec toi? Alors évidemment, pour un mélomane, c'est toujours un exercice extrêmement difficile, presque impossible, mais c'est intéressant parce que ça permet de se focaliser sur l'essentiel et il y a toujours 2, 3, 4, 5 noms d'albums qui arrivent en premier. Et si personnellement, je devais choisir 20 albums pour partir sur une île déserte, il y en aurait un que je suis sûr que je citerai en premier, c'est celui-là. Generator de Bad Religion. Alors c'est un c'est donc un scud que j'ai véritablement poncé d'une manière totalement indécente. Je l'ai écouté et réécouté. Pour contextualiser, j'étais en 5e à l'époque avec mon meilleur pote, on était ultra fan des Guns N' Roses, on venait de découvrir le hard rock, donc fièrement de la cour, moi je portais mon t-shirt Get in the Ring et lui son t-shirt Dust and Bones. Et il y avait une jeune CPE qui était arrivée tout fraîchement et elle était venue nous voir, elle nous avait dit « Ah, vous écoutez du hard, vous écoutez les Guns, c'est cool. Bon, c'est pas mal, mais moi, je suis plus punk et notamment, je suis branché vraiment par Bad Religion. » Nous, évidemment, on ne savait pas ce que c'était. Moi, j'avais des racines plutôt punk, mais françaises, avec les Berus, avec les Shérifs, avec Parabellum, etc. Et je ne connaissais pas Bad Religion. Donc, comme ça se faisait à l'époque, elle nous a fait une copie cassette. Elle l'a filée à mon pote, qui l'a écouté. Donc, le lendemain, je lui dis, bah alors, ça sonne comment? Il m'a dit, bah c'est très différent des Guns, mais c'est super sympa, tu devrais écouter. Il m'a passé la cassette, j'ai écouté, et je suis tombé amoureux, mais illico, de la musique de ce groupe. J'ai écouté, jusqu'à niquer complètement la cassette. J'ai acheté le CD, là, c'est un des premiers CD que j'ai acheté avec mes propres sous, et j'ai suivi en fait la carrière ensuite de Bad Religion jusqu'à aujourd'hui. Ça a longtemps été mon groupe de punk préféré avant que NoFX finisse par lui grappiller la place, mais ça reste un groupe immense, un groupe vraiment pionnier qui était avant NoFX, qui les a influencés. C'est un groupe extraordinaire à plein de points de vue, donc je suis absolument ravi de vous présenter aujourd'hui cette autobiographie Do What You Want, l'histoire de Bad Religion par Bad Religion avec Jim Roland, donc qui est sorti aux éditions Kicking Records. Alors cette autobiographie, donc Jim Roland, rapidement en fait, c'est quelqu'un qui écrit pour Flipside et qui a écrit pour Razor Cake. C'est quelqu'un qui connaît très bien Bad Religion et qui connaît très bien la scène punk rock, et donc on va vraiment, ça couvre l'histoire des tout débuts du groupe jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Age of Unreason, donc ça permet vraiment d'avoir une photographie très complète de l'histoire de ce groupe extraordinaire. Il y a plein de trucs à dire, tout autant par rapport à mon ressenti par rapport au groupe que par rapport à sa musique et par rapport à son histoire et à l'influence qu'ils ont eu sur le monde du punk rock et même sur la musique en général. Donc soyez les bienvenus pour ce 32e épisode de Rizemol consacré à Bad Religion et Do What You Want. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Do What You Want. Greg Graffin disait en 1980, ce n'est pas de l'art, c'est du suicide. Donc ces gamins de la vallée de San Fernando, ils commencent donc juste après la première vague des groupes de punk rock californiens qui est arrivé en 1978 avec The Germ, The Go-Go's, Higgs, The Weirdos, Suicidal Tendencies, The Dead Kennedys, Black Flag, etc., etc. Eux, ils arrivent en 1980, cette scène, elle est déjà établie, et ces gamins, Mr. Brett et Greg Graffin, c'est des gamins qui sont un petit peu ostracisés de par le lieu d'où ils viennent, et parce que c'est des gamins qui sont un petit peu des intellos. Ils lisent, ils se questionnent, ils veulent avoir un regard critique sur le monde, et en plus ils écoutent cette musique qui n'est pas très bien vue à l'époque, parce qu'elle est vraiment entourée de plein de violences. Enfin, on se rappelle, si vous avez vu les émissions sur Under the Big Black Sun ou sur l'autobiographie de NoFX, à cette époque-là, les concerts pouvaient vraiment être très violents, très dangereux. Il y avait des gangs, il y avait des bastons, il y a eu des morts à plusieurs reprises, il y avait des viols. C'était vraiment un environnement qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, qui était très noir, très violent.
Donc eux, ils arrivent là-dedans, mais avec déjà ce nom, Bad Religion, qui est donc contre les religions dogmatiques. Et avec cette espèce, l'essence de Bad Religion, c'est se poser des questions, c'est garder un regard critique sur le monde qui nous entoure, essayer de comprendre notre environnement, le monde qui nous entoure, pour avoir un œil critique et pour en gros pas se laisser avoir par les médias, par tous ceux en fait qui essaient de nous dire ce qu'il faut qu'on pense, etc., etc. Et ils personnalisent ça avec leur logo, qui est la Crossbuster, donc qui est cette fameuse, vous la connaissez, la croix donc, qui est barrée d'un signe interdit, et quand même à l'époque ils avaient 16-17 ans, il fallait quand même le nom Bad Religion plus le logo, il fallait quand même l'assumer, mais ils avaient vraiment cette conviction qui était chevillée au corps, et donc ils vont très rapidement se distinguer dans la scène punk californienne, de par leur musique, qui est une musique, en fait, c'est plus, en fait, qui se base un petit peu plus sur Suicidal, fait, au niveau musical, sur The Germ et Suicidal, donc une musique qui est très rapide par rapport au groupe de punk rock classique, avec beaucoup de mélodies dans la voix, et beaucoup les chœurs, et en fait, et des riffs qui sont vraiment très rentre-dedans, très mis en avant. Il faut savoir que Mr. Brett et Greg Graffin, c'est deux mecs en fait qui d'une part ont eu toujours une curiosité intellectuelle, mais qui en plus ont reçu une formation musicale au niveau du chant. Mr. Brett, il a fait partie d'un chœur, il sait ce que c'est que des harmonies vocales, il sait ce que c'est qu'un chœur, et tout ce savoir un petit peu théorique qu'il va apprendre quand il est gamin, et bien il va le mettre ensuite en pratique dans Bad Religion. Greg Graffin, bon ben c'est une des plus grandes voix du punk rock de tous les temps. C'est probablement le plus grand chanteur de punk rock qui ait jamais existé, parce qu'il a cette voix, il a un placement rythmique qui est incroyable, il a une voix qui est très claire, qui est très puissante, et il arrive en plus, il a des harmonies, enfin les mélodies de ses lignes vocales sont vraiment très rapidement mémorisables. Enfin, ce mec, c'est véritablement un tueur. C'est un tueur au chant. Et tous à leur manière, c'est des bons musiciens. Et en tout cas, des bons musiciens qui se fixent les objectifs qu'ils veulent atteindre. Et quand on écoute des albums comme le premier album Suffer, comme No Control ou Against the Grain, donc la trilogie en fait des débuts de ce qu'on appelle la première trilogie des débuts de Bad Religion, qui sont des albums de hardcore mélodique qui sont rapides et qui sont très efficaces, on voit que vraiment le groupe pose des bases qui seront utilisées, enfin qui seront reprises des années plus tard en fait par les Offspring, les Green Day, puis même NoFX qui ont été influencés au départ par Bad Religion parce qu'ils ont enregistré avec Greg Graffin. Donc vraiment ils vont poser avec ces 3 albums vraiment un style musical qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment ça marche, il commence à décoller, il commence en fait à avoir de plus en plus de fans aux États-Unis, en Europe, et au même moment, Mr. Brett, qui est quand même quelqu'un en fait qui a vraiment le do-it-yourself chevillé au corps, ben, il monte son label. Alors c'est pas facile, il faut qu'il emprunte du fric à son père au début, il faut qu'il hypothèque, c'est compliqué, c'est un studio en fait d'enregistrement, il enregistre des groupes la nuit, c'est vraiment, il bosse énormément, en plus il a des problèmes avec la drogue, donc vraiment c'est pas évident pour lui en fait de gérer en fait les deux en même temps, mais il y arrive. Et Epitaph en fait donc distribue les albums de Bad Religion, distribue d'autres albums de groupes de punk rock et devient en fait un petit label indépendant qui compte. Et quand ils arrivent en fait à Generator, donc le 4e album en fait de Bad Religion, musicalement ça change un petit peu. Les tempos ils ralentissent, les riffs ils deviennent un petit peu moins carton pour prendre des sonorités qui sont harmoniquement un petit peu plus complexes, et les chansons prennent une envergure qui est véritablement nouvelle. Je vous conseille à ce sujet-là d'aller voir le site qui s'appelle Bad Religion France. C'est un site qui est très bien fait. Ils traduisent toutes les chansons de tous les albums en fait, de Bad Religion. Il y en a quand même 17. C'est du boulot parce que Greg Graffin il écrit des chansons avec des textes qui ont un sens, qui ont souvent un double sens, la lecture critique, ironique, sarcastique, vraiment passer à côté des textes de Bad Religion, c'est vraiment hyper dommage parce que c'est vraiment un élément très important du groupe. Là vous avez un site qui vous les traduit d'une belle manière en français, donc ne vous privez pas de ce plaisir, allez voir ce que raconte Bad Religion en fait dans leurs chansons et allez voir ce site. Donc je disais avec Generator, donc ils commencent un petit peu donc, à complexifier un petit peu leur musique, elle prend une tournure qui est légèrement différente.
Et je me souviens, moi, à l'époque, quand j'écoutais ce groupe, vous voyez, au départ, la chanson que j'ai jouée au départ, la chanson en accord, c'est le couplet, en fait, de Generator, donc la chanson qui ouvre l'album. Et donc j'avais capté en fait quels étaient les accords de base, c'était La mineur, Fa, Do et Sol, avec un petit Mi mineur qui traîne par là. Mais en fait, quand je le jouais, en fait, ça sonnait pas. Ça sonnait pas, en fait, il y avait... Et je comprenais pas pourquoi, parce que j'écoutais pas mal de groupes de punk rock, et souvent, en fait, les groupes de punk, ils avaient tendance, en fait, à jouer leur riff, en fait, c'était relativement facile. Souvent, c'était... Ou alors, il y avait beaucoup de palm muting, comme ça. Enfin, beaucoup de trucs comme ça, mais avec Bad Religion, ça marchait pas. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vu que, par exemple, dans Generator, il faisait un petit peu des trucs comme ça. Des petits trucs comme ça où ils agrémentent en fait leur accord de petites lignes mélodiques, et c'est ce qui donne vraiment tout le sel au riff de Bad Religion, et qui font que ça sonne d'une manière très différente des autres groupes en fait de punk rock en fait de la même époque. Donc à ce moment-là, en fait, de Generator, donc ça marche plutôt bien pour Bad Religion, mais surtout, Mr. Brett, il signe à ce moment-là The Offspring et Rancid. Rancid avec Let's Go, et The Offspring qui sort Smash. Donc, vous le savez certainement, Smash The Offspring, c'est la plus grosse vente d'albums qui ait jamais été réalisée sur un label indépendant, donc Epitaph, deux petits labels indépendants de punk rock qui marchent bien. Ils se retrouvent propulsés véritablement à la tête de millions de dollars, avec des albums qui se vendent énormément. Ils se retrouvent vraiment en plein cœur de cette explosion en fait du milieu des années 90 avec les Green Day, Offspring, Rancid, etc., etc. Donc tous ces groupes, ils vendent énormément d'albums. Tous ces groupes, forcément, ils sont signés sur des maisons de disques qui viennent les chercher, parce que toujours pareil avec eux, dès qu'il y a du pognon à se faire, ils sont toujours là. Donc ils signent tous ces groupes-là, et certains d'entre eux, certaines maisons de disques se disent « Bon, ces jeunes groupes, ils sont pas mal, allons chercher un petit peu les pionniers ». Donc ils vont chercher NoFX, ils en parlent beaucoup dans leur autobiographie, et Fat Mike qui refuse. Et il travaille en fait à convaincre les membres de son groupe, Smiley, El Jefe, Melvin, etc., en leur disant, les mecs, il ne faut pas y aller, on peut très bien se débrouiller sans eux, restons fidèles à nos convictions, partons pas en fait sur une grande maison de disques. Et ils s'y tiendront, ils y partiront pas. Bad Religion, par contre, ils sont confrontés à un choix, parce que Mr. Brett, il y a un peu des tensions dans le groupe, il est fatigué de tourner, il a un petit peu des problèmes, et en fait, il y a son label qui explose, donc il y a deux solutions. Il ne pouvait pas en fait continuer à tourner avec Bad Religion et s'occuper d'Epitaph, donc c'était ou il quittait le groupe et s'occupait d'Epitaph, ou il s'occupait plus d'Epitaph, et puis donc il a pris la décision de rester en fait pour s'occuper de son label et de quitter le groupe. Donc le groupe, lui, signe chez Atlantic Records. D'ailleurs, dans l'autobiographie d'NoFX, il y aura Greg Graffin qui dira à Fat Mike, on va bien voir où c'est que ça va nous amener. Du coup, en fait, les albums qui sont produits, c'est assez mal perçu par pas mal de fans. En Allemagne, en fait, il y a des punks à l'entrée du concert, en fait, qui vendent des t-shirts avec le logo, en fait, la Crossbuster qui est barré, avec marqué « This is not punk rock, this is Atlantic Records ». Donc c'est véritablement perçu comme une trahison, en fait, par pas mal de fans, en fait. Et du coup, en fait... ils se retrouvent en fait à faire plusieurs albums, et ils se disent logiquement ça va exploser, on va vendre autant d'albums que Green Day, et en fait non, ça marche plutôt bien, mais c'est pas l'explosion, et donc pour la maison de disques, malgré tout, c'est une déception. Et pour le groupe aussi, c'est une déception, parce que finalement, ils ne vendent pas autant d'albums que ce qu'ils croyaient, les albums restent de qualité, il y a une partie de leur public qui leur tourne le dos, et ils s'épuisent dans des tournées interminables, ils finissent par se fatiguer, ils finissent un peu l'expérience, en fait, quand ils sont arrivés au terme de leur contrat, ils se rabibochent avec Mr. Brett, voilà, Greg Graffin et Mr. Brett, ils se rabibochent, et ils retournent sur Epitaph, et Atlantic ne fait rien pour les retenir. Et à partir de là, ils ressortiront des albums
avec Mr. Brett qui sera à la composition et qui jouera en fait sur les albums, mais qui ne les accompagnera plus en fait en tournée. C'est à cette époque-là qu'arrive Brooks Wackerman. Brooks Wackerman, alors c'est un batteur, moi c'est un batteur que j'adore. Il a commencé avec Bad for Good, c'était les petits prodiges découverts par Steve Vai. Il commence sa carrière, je crois, à 17 ans. À 17 ans dans Groove Family Psycho d'Affectious Groove. Si vous ne connaissez pas, allez écouter en fait cet album et dites-vous que le mec qui joue à la batterie, en fait, il a que 17 ans parce qu'il a un jeu absolument extraordinaire. Il jouera après avec Suicidal. C'est un mec qui fait sonner sa batterie, mais vraiment de ouf, qui joue super vite, qui est vraiment à fond dedans. Il jouera avec Bad Religion pendant des années. Il terminera ensuite dans Avenged Sevenfold. Mais Brooks Wackerman, vraiment, c'est un batteur extraordinaire qui apportera beaucoup en fait au groupe. Et ces albums-là, The Empire Strike First, New Map of Hell, etc., c'est des albums que moi j'adore, que souvent en fait on a tendance à préférer les vieux qu'aux plus récents, mais ceux-là ils sont vraiment extraordinaires. Si vous êtes un amateur de punk rock, évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté de Bad Religion, mais par contre, si vous êtes un métalleux et que vous ne connaissez pas, allez écouter ces albums. Donnez une chance au groupe, allez écouter ces albums-là. Vous allez découvrir donc un groupe aux paroles intelligentes, avec une musique qui est bien rapide, qui est super énergique, des mélodies dont on se rappelle très très vite, et on a forcément envie d'y retourner, de s'acheter un skate, et puis de partir rider, qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne d'ailleurs. Donc du coup... ça suit un petit peu, voilà, le groupe en fait, à partir de ce moment-là, il se retrouve pris aussi en miroir d'événements politiques majeurs aux États-Unis, avec la guerre en Irak avec Bush, avec l'élection de Trump, etc., etc. Et le groupe, il est toujours resté fidèle à ses convictions, il s'est toujours positionné par rapport à ces trucs-là. Et finalement, on termine ce bouquin, c'est aujourd'hui, quasiment, avec un groupe, avec leur dernier album, The Age of Unreason, qui arrive, ils sont ravis de leur dernier album, et ils se disent, bon, finalement, on est resté tout le temps fidèle à notre philosophie qui était celle quand on avait 13-14 ans. Le monde, il a beaucoup changé, mais on garde toujours cette niaque et cette envie de dire, comme dans la chanson... je reviens toujours à Generator parce que c'est mon album préféré, mais No Direction, qui est je crois la 3e ou 4e chanson sur Generator, où en fait Greg Graffin, la dernière phrase de la chanson, je ne vous donnerai aucune direction à suivre. C'est-à-dire, voilà, je ne vais pas, même si vous adorez Bad Religion, même si vous m'adorez en tant que parolier, en tant que chanteur, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Et ça reste vraiment, voilà, quelque chose, le message fort de Bad Religion, c'est vraiment apporter quelque chose, mais ne pas le recevoir comme quelque chose de dogmatique, apprendre à réfléchir, amener à réfléchir, plutôt que finalement à se contenter d'idées préconçues. Donc, extraordinaire, n'est-ce pas? En plus, le bouquin, il est super. Moi, j'adore, en fait, Kicking Records. En fait, c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Il y a un portfolio qui est à l'intérieur, avec des super photos en noir et blanc. En fait, ce visuel qui est vraiment à l'image du groupe qui claque. Je le dirai jamais assez, soutenons les petites maisons d'édition, soutenons Kicking Records, Retrut, les éditions des Flammes Noires, Camion Blanc, Camion Noir, j'en oublie plein, Zone 52, tous ceux que j'oublie, des bouquins comme ça, c'est pas les grosses maisons d'édition qui les sortiront, donc ceux qui sortent des bouquins vraiment pour les passionnés, c'est eux qu'il faut soutenir avant tout. Donc Do What You Want, un bouquin que je vous conseille 1000 fois. Ils m'ont aussi, aujourd'hui j'ai plein de trucs, je me déplace pas mal, ils m'ont aussi envoyé donc gentiment 2 scuds, donc Revenge of the Martian, donc volume 1, qui est un album de cover des Uncommon from Mars, donc des Unco. Petit scud super sympa, en plus à l'approche de l'été c'est super cool. Chaque fois il y a les Guerrillas Poubelles, il y a Forest Spooky, il y a plein de groupes, en fait chaque fois ils expliquent la chanson qu'ils reprennent, pourquoi ils la reprennent, etc. etc. Et à côté, donc Forest Spooky, Cover Stories, je regarde parce que j'ai peur de me planter dans le nom de l'album. Donc lui c'est le petit frère des 2 frères donc, qui sont dans les Unco, d'en avoir un petit peu ras-le-bol de se retrouver tout le temps assimilé, enfin réduit en fait à cette position-là. Mais cet album, en fait, c'est un album de reprise acoustique. Le livret est très très bien fait, c'est très explicatif, il explique les collaborations, le pourquoi du comment, pourquoi la chanson, etc., etc. Il y a plein de super chansons, il y a
Vous allez avoir du Love Me Tender, And No Sunshine, Space Oddity, enfin plein de chansons. C'est un bouquin pareil qui est très... pour chiller l'été, je pense que c'est vraiment véritablement l'idéal. Donc Kicking Records, allez voir leur catalogue, allez voir ce qu'ils proposent, c'est vraiment de l'excellente qualité. Donc en attendant de se revoir, ben, je vous dis à très vite, et puis on va se quitter comme ça. Aside of some manifestation of a deeper fight that affects me and you. My optimism was running high. A new world order was on my mind, but I couldn't believe it